Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, nous allons démarrer une autre séance, ou du moins une série de séances, j'espère qu'il y en aura le moins possible, sur le même thème, le thème final de mon programme d'enseignement, à savoir l'anthropologie du développement. Le terme de développement est un terme qui est utilisé par des disciplines très différentes, l'économie bien sûr, l'histoire, la sociologie, même la psychologie. Et puis le développementalisme est devenu un concept en tant que tel. Alors, cette anthropologie du développement, qu'est-ce que c'est? Alors, évidemment, quand on parle de l'anthropologie du développement, on pense notamment, essentiellement, aux pays du tiers-monde. Parce que vous savez que depuis au moins la fin des années 80, il y a eu un mot d'ordre qui est devenu à la mode dans l'intelligentsia européenne, c'est la croissance zéro. La croissance zéro est devenue un objectif. Ce qui peut paraître paradoxal pour les pays en voie de développement. La croissance zéro, ça veut dire quoi? Et donc la problématique du développement est devenue une problématique spécifique aux pays en voie de développement et non pas une problématique globale qui serait valable pour l'ensemble de la planète. Donc il y a une espèce de spécification géographique, géopolitique en même temps, du concept de développement. Alors, anthropologie du développement, il fut un temps où j'avais démarré un cours de magistère. C'était l'époque où on a créé les magistères, c'était la réforme Ben Yahya en 1977. Et l'Université d'Oran était la première qui avait eu le droit de mettre en route ce magistère au développement. On a intitulé ce cours En quoi la rente est-elle une catégorie d'anthropologie? Bon, vous vous rendez compte, c'est presque de la provocation, le rapport entre anthropologie économique et rente. Bon, ça c'était les erreurs de jeunesse peut-être. Alors, l'anthropologie du développement ne peut pas exclure un protagoniste de taille qui est le politique. Pas la politique, mais le politique. Le phénomène du politique. Le politique au sens large, au sens de l'anthropologie politique. Autrement dit, alors, la formulation de ce cours, ce sera anthropologie, politique et développement. Voilà, anthropologie, politique et développement, et non pas anthropologie du développement ou anthropologie politique, etc. Voilà, les trois termes étant ici posés et, dans la mesure du possible, devront être articulés au cours de cette ou ces séances. Alors, cette problématique étant posée, elle nécessite un plan d'exposition qui sera projeté évidemment dans le montage. Il y a d'abord une introduction dans laquelle je dresse un peu la série du contexte social, historique, intellectuel, de ce qui gravite autour de ce qu'on appelle le tiers-mondisme. Il y a un contexte idéologique, un contexte doctrinal également, une évolution qui va se faire dans la pensée. Ça, c'est l'introduction. Puis ensuite, on va passer à
au statut de la rationalité économique dans les pays dominés. Les pays dominés, et notamment au Maghreb. Le Maghreb va nous servir d'illustration, mais la réflexion va d'abord être une réflexion générale. Le Maghreb va nous servir de terrain d'application, mais il viendra en son temps. Voilà. Alors, la problématique de la subordination économique ou politique. C'est l'inversion de ce que préconisait la science moderne des socio-anthropologues, Max Weber par exemple, qui parle de la rationalité, de la bureaucratie à propos de l'Europe, l'Europe moderne, l'Europe capitaliste, l'Europe qui est arrivée à un stade où la bureaucratie domine. Chez Max Weber, la bureaucratie n'a rien à voir avec le sens qui est utilisé aujourd'hui. Quand on dit c'est de la bureaucratie, en quelque sorte, c'est un terme négatif. Mais pour Max Weber, ce n'est pas négatif, au contraire. Pour lui, la bureaucratie, c'est le stade à partir duquel les rapports qui se nouent entre les acteurs sociaux sont des rapports abstraits. Ils ne sont pas fondés sur la personne concrète, des relations de clientélisme ou de privilèges suivant le rang, le statut social, etc., qui existaient à l'époque féodale, n'existent plus. Vous devenez un citoyen nu, vous êtes un citoyen nu, on ne veut pas savoir si vous êtes religieux ou pas, si vous appartenez à une idéologie quelconque ou pas, on vous considère comme un sujet lambda, et à l'heure tel, vous avez des droits et des devoirs. Donc il y a une espèce de société quasiment... voilà, vous êtes complètement noyé dans votre fonction statutaire et tous vos attributs qui avaient un sens au cours des périodes pré-capitalistes non plus. Donc la bureaucratie est considérée à la fois par Max Weber mais aussi par Hegel, quand Hegel parle de l'état rationnel. L'état rationnel est réel et ce qui est rationnel est réel, ce qui est réel est rationnel. On était en pleine glorification, en plein éloge de la rationalité, l'ère de la rationalité que permet la société capitaliste, qui ne fonctionne plus sur le clientélisme et sur les rapports personnels, n'est-ce pas? Donc c'était le grand rêve de la modernité, et puis évidemment qui était soutenu par le Aufklärung, par le siècle des Lumières, qui ont précédé en quelque sorte les révolutions sociales et les révolutions économiques. Alors, le terme bureaucratie, c'est important, donc il a pris ce sens pour ensuite prendre un sens vulgaire que tout le monde utilise pour montrer au contraire les lenteurs bureaucratiques, entre guillemets, etc., etc. Alors, donc, on va dire quelques mots sur ce contexte. Et puis, on va ensuite parler des problématiques de la subordination de l'économique au politique, c'est-à-dire tout ce qui va contrarier ou contredire ce principe de la rationalité weberienne et hegelienne en même temps. Tout ce qui va contrarier ce principe dans les pays en développement notamment, mais dans une certaine mesure qui va contrarier ce principe, y compris dans les sociétés dites libérales avancées. Notamment aujourd'hui, nous ne pensons pas que ces pays fonctionnent suivant la rationalité pure, la rationalité avec un R majuscule. Regardez ce que la rationalité mécanique, administrative, technocratique, tout ce que vous voulez, à quoi elle a servi avec le confinement, avec la pandémie mondiale. On se rend compte que tout ça, c'est peu de choses et que nous sommes loin du compte pour pouvoir ajuster nos comportements collectifs à la situation du moment. Et d'ailleurs, c'est une grande leçon qui nous est donnée par la réaction de la nature. La nature qui vient de s'énerver contre nous, qui vient de prendre sa petite revanche et qui montre à quel point nos formes de rationalité technicienne sont complètement incapables de rendre compte des dysfonctionnements de l'ordre naturel, etc., etc. Donc vous voyez que c'est un sujet qui est en voie
de reconsidération, en voie de reformulation. Alors, nous parlerons donc de ces contextes, nous parlerons donc de ces problèmes de subordination de l'économico-politique, mais en nous limitant uniquement aux pays du tiers-monde, pour ensuite aboutir à ce que j'appelle l'archéologie des modèles internes de domination. Et là, on va rester beaucoup plus dans le cadre du Maghreb. Il y a des formes de domination tribales, patrimoniales, anciennes. Est-ce qu'elles existent encore ou est-ce qu'elles ont été modifiées? Sous quelle forme? Comment les qualifier? Comment les observer? Et puis, les récurrences ou les résurgences patrimoniales après les indépendances des 3 pays du Maghreb. Qu'est-ce qui se cache derrière le mot d'ordre socialisme à l'époque de Ben Bella, par exemple, etc. Quel rapport entre le socialisme tel que postulé par le marxisme et le socialisme tel que configuré par l'Algérie au début de son indépendance? Voilà. Alors là, nous entrerons directement, on passe du Maghreb à l'Algérie, qui va rester pour nous l'illustration principale. Alors, deuxième grand dossier, le cas de l'Algérie, la dynamique d'articulation entre légitimité et intelligibilité. Légitimité, al-shar'iyya, et intelligibilité, al-ma'rifiyya ou ta'arufiyya. C'est difficile de pouvoir traduire en arabe l'intelligibilité. Comment est rendue intelligible la légitimité? Parce qu'il est évident que la légitimité ne se prolonge jamais sous sa formule explicite. Si, dans le pays voisin, par exemple au Maroc, le roi peut dire « moi je suis le fils du prophète », parce que le peuple le croit. On est dans un système de croyance. Il peut se permettre de le dire. Là, la légitimité coïncide avec le discours. Mais dans d'autres cas, puis comme l'Algérie par exemple, ou même comme la Tunisie, il y a des formes de sacralisation que permet la légitimité, mais elle ne s'exprime pas, elle s'exprime par d'autres modalités qui s'appellent socialisme, justice sociale, etc. Donc elle va emprunter au langage moderne, aux signes de la modernité, en termes de discours explicite, ce qui en réalité recouvre une autre réalité qui est celle de la légitimité, d'où la notion de temporalité, le temps de la légitimité et le temps de la socialisation et de l'intelligibilité. Mais tout ça, on aura l'occasion de revoir. Et à partir de cette problématique générale, nous allons examiner de manière concrète les différentes étapes qu'a connues l'Algérie, l'État méritocratique, incarné par Ben Bella, l'État prébendier, incarné par Boumedienne, c'est-à-dire articulation du capital symbolique et du capital matériel, puisqu'il y a la redistribution que permet les hydrocarbures. Ensuite, on passe à l'État arbitre. C'est l'époque de Chedli, à l'époque où le pétrole commence à s'essouffler, donc il ne peut pas revenir sur le symbole parce que c'est usé. C'était l'époque où on disait Sbasinin al-Barakat, donc les jeunes générations ne croient plus au Père Noël. Et là, il y a une autre stratégie défensive, en quelque sorte, que Chedli va mettre en place pour arriver à ce qu'on appelle le roi nu, et qui va donner lieu aux événements de 88, d'octobre 88, c'est-à-dire nos premiers gilets jaunes à nous, hein, qui sont sortis dans la rue, et à partir de quoi nous avons réinventé le multipartisme et ses avatars jusqu'à l'époque actuelle. Donc je serai beaucoup moins loquace sur la période actuelle parce qu'il faudrait du recul pour pouvoir, comment dirais-je, un discours théorique, critique sur le sujet, parce que les choses sont en pleine ébullition.
On ne sait pas ce qui va sortir de Hirak. Est-ce qu'il va laisser des traces à longue échéance, ou est-ce que c'est un épisode comme d'autres? On va fermer ce chapitre pour passer à autre chose et revenir au statut comté. C'est difficile aujourd'hui de pouvoir faire un diagnostic. Il faudrait laisser le temps, l'histoire faire son œuvre. Donc voilà, je brosserai une bonne partie de l'histoire sociale, économique et politique du pays, pour autant que je puisse avoir un regard objectif sur la situation. Parce que l'histoire immédiate ou la sociologie immédiate, c'est une mode qui se fait jour, c'est vrai, mais elle n'est pas toujours d'une très grande utilité, dans la mesure où ce qu'on dit aujourd'hui peut être remis en cause dans 1 mois ou dans 2 mois. Alors j'espère que vous allez me suivre dans ce programme. Voilà. Alors, commençons par le contexte et les doctrines qui vont donner lieu à un changement de paradigme, notamment sur la critique des théories classiques, sur la rationalité économique, etc. Il y a un mouvement qui va se faire à l'intérieur du marxisme, parce que même dans le marxisme, il y a des contre-tendances, hein. Il y a des approches différentielles, hein. Tous les marxistes, ou tous ceux qui se réclament de l'école marxiste, n'ont pas la même vision du marxisme, hein. Il y a ce qu'on appelle le marxisme conceptuel, le marxisme réel, mais même dans le marxisme conceptuel, il y a des démarches qui sont très différenciées, à la fois chez les historiens, mais aussi chez les sociologues et les économistes. Par exemple, la question du mode de succession, de la succession des modes de production. Bon, Marx en a parlé sans formaliser les choses, en parlant de la succession du mode, le premier mode qui était le mode primitif, hein. Ensuite le mode féodal, ensuite le mode capitaliste, pour ensuite arriver au mode socialo-communiste. Bon, moi, ça, c'est une évolution des modes de production qui est spécifique à l'Europe de l'Ouest. Et Marx lui-même s'est rendu compte, lorsqu'il a commencé à s'intéresser à ce qu'il appelait le mode de production asiatique, c'est-à-dire ce qui s'est passé en Asie et dans les pays, par exemple, comme l'Égypte pharaonique, ou l'Asie des Mongols, ou des Moghols, hein, notamment Gengis Khan, etc. Enfin, toutes ces sociétés asiatiques, elles ont donné lieu à des formations sociales et politiques différentes de ce qui s'est passé en Europe de l'Ouest. D'où l'idée que le féodalisme européen est spécifique. Il n'est pas transposable ailleurs. Il y a d'autres formes de féodalité qui n'ont rien à voir avec le féodalisme européen. Par exemple, dans le féodalisme européen, le petit paysan travaillait chez son maître féodal, mais il ne travaillait qu'une partie de la semaine. L'autre partie de la semaine, il travaillait sur ses propres terres, mais il n'était pas propriétaire. C'était la terre de la communauté villageoise. Juma, ils étaient ensemble, donc c'était un droit réel. Ils travaillaient dans les manses, ce qu'on appelait les manses. Et ils se répartissaient les récoltes, bien sûr. Ils pouvaient même élever des barrières, des barricades au moment de la mise en culture. Mais au niveau de la répartition de la production, il y avait une certaine forme de solidarité. Alors, ils étaient donc indépendants sur les droits réels, mais en partie, ils étaient sous la coupe du féodal parce qu'ils étaient obligés de faire des prestations de services. Ils étaient corvéables, etc., au prince. On pouvait les mobiliser à tout instant. Mais on était dans un système qui n'était pas unilatéral. Il y avait bilatéralité, et cette possibilité, cette relative marge d'indépendance qui existait au niveau des droits réels, et ce fameux communisme. Le communisme, c'est ça, c'est les communaux, hein, c'est les terres communales, hein, qui a engendré le principe municipal, le principe de la mairie, genre Troisième République, dont nous avons hérité, formellement hérité. Eh bien, tout ça montre qu'il y avait une situation binaire, hein. Il y avait le féodalisme, etc. Et d'ailleurs, quand il y a eu la Révolution française,
ces communaux, ces paysans, ils étaient complètement largués. La Révolution française, c'est une révolution bourgeoise. Elle a été conçue contre les privilèges des féodaux, mais pour asseoir la propriété privée bourgeoise. C'est la bourgeoisie qui a fait sa révolution, ce n'est pas le peuple. Le prolétariat a été en quelque sorte, il a servi de chair à canon. Il a marché. Il a été la force vive. Mais cette révolution, c'est une révolution qui a rétabli la propriété privée, la propriété bourgeoise, contre les privilèges. Bien sûr, c'est une révolution. Mais c'est une révolution bourgeoise, il ne faut jamais l'oublier. Hein. Et c'est la raison pour laquelle, très souvent, il y a des erreurs de jugement quand on parle de la Révolution de 1789 et qu'on veut essayer d'appliquer le modèle de la Révolution française. On se rend compte qu'on est sur dans un cas de figure, ce qui s'est passé avec la révolution bolchevique de 1917, qui entendait évidemment prendre la révolution dans son sens le plus radical. Hein. C'était le pouvoir des soviets contre les moujiks, etc., les mencheviks, hein, c'est-à-dire la classe moyenne, etc. Au contraire, la bourgeoisie a été mise sur le côté pour ensuite connaître d'autres sorts. Mais tout ça, c'est très, très compliqué. Hein. Ce que je veux dire, c'est que il y a eu une réflexion sur le fait que les théories marxistes nécessitaient un éclaircissement de fond, même si, avec les pays du tiers-monde qui ont accédé à leur indépendance, ceux qui voulaient construire le socialisme, aussi bien l'Algérie que la Tunisie de Bourguiba, par exemple, ou certains pays africains, comme le Sékou Touré, etc., on s'est un peu trop vite appuyé sur le socialisme de l'oncle Marx, n'est-ce pas, tout en essayant un petit peu de traficoter sur le fait que le marxisme de Marx était un marxisme qui ne croit pas en Dieu, hein, puisque Marx disait que la religion est l'opium du peuple. Et par conséquent, l'Algérie ne pouvait pas affirmer que la religion est l'opium du peuple. C'est au nom de l'islam que nous avons défendu nos terres contre la colonisation. Donc là, l'islam va devenir un ingrédient important, une ressource importante, culturellement, etc. Alors vous voyez que les choses se compliquent. Alors comment nos aînés, comment ils ont essayé de trouver la bonne bouillabaisse pour allier le marxisme selon le principe marxien et puis les spécificités locales, etc. Voilà, donc c'est de tout ça qu'il s'agit. Alors il y a eu donc une réflexion au cours des années 60, 70, 80 sur les reconsidérations de la théorie du marxiste, la théorie socialiste. Et d'une certaine manière, la critique de l'économisme, ce qu'on appelle l'économisme, réduire tout à l'économique. L'économie comme étant le facteur prépondérant d'explication du monde. Nous en avons parlé avec le dossier de Karl Polanyi. Mais ça, je passerai très vite là-dessus. Autrement dit, il s'agira de l'échec du socialisme réel. Dans les prévisions de Marx, le socialisme veut dire le dépérissement de l'État. L'État dépérit. Il n'y a plus d'État. On n'a plus besoin d'État dans la société socialiste achevée. Autrement dit, la société civile va connaître le self-control. Elle va s'organiser par elle-même. Elle va s'autogérer. On n'a pas besoin d'un État policier qui vient vous faire la contravention parce que vous êtes éduqués. Hein. Ça suppose que dans le mode de production socialiste, les gens sont éduqués. Il y a une espèce de consensus global, sociétal, qui ne nécessite plus l'État. Grand rêve. Mais le socialisme réel, c'est malheureusement ce que nous avons à constater depuis la révolution de 1917, puisque c'est en 1917 qu'on passe du socialisme conceptuel au socialisme réel, d'abord en Union soviétique, puis ensuite dans les pays qui ont été gagnés par
le processus, comme les pays de l'Est, ce qu'on appelle les démocraties populaires. On verra par exemple que le modèle chinois était complètement différent du modèle soviétique. Vous savez que les soviétiques, ils ont opté pour une conception plutôt ouvriériste du socialisme et du communisme, et non pas d'une option paysaniste. Je parlais tout à l'heure de Gracchus Babeuf. Pour lui, il considérait que l'idée de commun, la notion de communauté des égaux, elle existait au sein même de la société paysanne. Marx avait des réserves sur le mir russe. Le mir, c'est un peu le jma'a, c'est un peu comme la terre Archa chez nous. C'était des communautés paysannes dans l'ancienne Russie. Et il avait donc été en contact avec une révolutionnaire russe qui s'appelait Vera Zasulich, et qui lui a posé la question, est-ce que l'on peut faire du mir russe le modèle socialiste, autrement dit le modèle autogestionnaire, à partir duquel va s'organiser la société soviétique. Et Marx était assez réservé, dans le sens où pour lui, le socialisme ne peut pas s'entendre dans un secteur de la société, c'est-à-dire le secteur paysan, même si c'était un secteur important, majoritaire d'un point de vue démographique. Mais il y a, qu'est-ce qui se passe au niveau des usines? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la société urbaine, etc. Pour lui, ce qui lui faisait peur, c'est que même s'il y a un sentiment de communauté très fort, d'esprit égalitaire très fort, dans le mir russe, ils avaient une idéologie conservatrice, attardée. Par exemple, très, très ancrée sur la religion. Évidemment, ce n'était pas la tasse de thé de Marx. Pour lui, les religions, c'est le passé. Il faut passer à autre chose. Donc, il pensait que ce n'est pas suffisant d'être égalitaire, encore faut-il avoir une idéologie qui va dans le sens du processus. Donc, la question des anciens et des modernes. Et Lénine a pris, évidemment, il a pris l'orientation de Marx sur le fait ouvrier. Et à la même époque, et peut-être même avant Lénine, déjà à l'époque de Marx, il y avait déjà une prise de position en France chez un personnage comme Fourier. Fourier qui était pour lui, les paysans, il ne faut pas discuter avec eux, ils ont une idéologie très rétrograde, très, très archaïque, on ne peut pas aller très loin avec eux. C'est dans l'usine que va se jouer le sort du socialisme, d'où l'idée des phalanstères, qui voulait créer des phalanstères. Et d'ailleurs, un des assistants de Fourier, qui s'appelait Gaudin de Guise, qui a vécu dans la région pas loin d'Amiens, là où j'ai enseigné, à Abbeville, la région d'Abbeville, Gaudin de Guise, et fidèle à Fourier, et il a créé un familistère, c'est-à-dire une espèce de grande khaïma familiale où les gens travaillent. C'est un lieu de production et en même temps un lieu de vie. Voilà, c'est ce qu'on appelle le familistère. Et le lieu de production, c'était la production des cheminées en fonte. Eh bien, c'est une opération qui a démarré au cours de 1860 à peu près. Eh bien, cette entreprise Gaudin, elle existe toujours, mais pas dans le même esprit qu'au départ. C'est une entreprise comme les autres, comme toutes les entreprises françaises. Mais il y a une pérennité. Les chaudières, les fameux poêles, vous savez, les poêles pour chauffer les chambres, chauffer les maisons en fonte, on met de la coque ou du bois. Ce sont des produits qui sont chers, qui coûtent cher. Ils ne sont achetés que par les gens qui habitent à Pavillonnaire. Mais elles ont du succès. À côté des chauffages, des différents types de chauffage qui existent dans la production moderne. Bon, enfin, tout ça pour dire qu'il y a des choses qui restent. Mais ce qui reste, c'est l'entreprise, pas les conditions dans lesquelles cette entreprise est née. Elle est née dans un esprit communautaire, de partage,
du travail, un partage dans tous les sens du terme. Et puis, nous avons affaire à des familles qui sont un peu, ça rappelle un peu les Quakers ou ces fameux Mormons américains, vous savez, ces familles des Mormons. Enfin, bon, bref, il y a eu beaucoup de thèses qui ont été soutenues sur le fameux ministère de Gaudin de Guise. D'ailleurs, j'ai dirigé une ou deux thèses quand j'étais en France sur ce sujet. Alors, vous voyez que le socialisme a pris des orientations idéologiques différentes, contrairement à l'idée que s'en faisait Gracchus Babeuf un peu plus tôt, hein, qui était antérieur, lui il est antérieur à Marx, il déjà pensait à cette notion de communauté. Et alors nous savons que chez nous en Algérie, nous avons eu ce problème sur l'Ijma', c'est-à-dire quel est le rôle d'Ijma' dans la construction du socialisme. On a reposé ces problèmes avec un siècle de retard par rapport à ce qui s'est passé en Europe, pour vous dire que le problème existe et nous allons en parler. Deuxième grande question que pose ce contexte et ces doctrines, c'est l'échec du tiers-mondisme. L'échec du tiers-mondisme, ce qu'on appelle le tiers-mondisme, c'est poser le tiers-monde comme étant la victime expiatoire du capitalisme et du colonialisme, évidemment. Quand on parle du colonialisme, c'est une des formes du capitalisme. Le colonialisme, c'est la forme exacerbée du capitalisme. Le capitalisme, d'abord, a commencé dans les pays européens. Et puis, lorsque le capitalisme doit s'exporter, soit pour chercher les matières premières, soit pour exploiter une main-d'œuvre docile et à bon marché, on passe du capitalisme à l'impérialisme, c'est-à-dire l'exportation du capitalisme en dehors des frontières nationales. Et à ce moment-là, c'est le capitalisme sous sa forme coloniale ou c'est le colonialisme sous sa forme capitaliste, enfin peu importe. Voilà. Tout simplement parce que le capitalisme avait besoin de s'exporter au moment où la classe ouvrière nationale, posons le cas de la France et de l'Angleterre, a commencé à prendre conscience qu'elle était exploitée. Autant le paysan, dans le cadre féodal, considérait que c'était l'ordre des choses, c'est Dieu qui veut qu'il y ait des grands et des petits. Ils étaient éduqués sous le mode de ta'a, le respect, etc. Puis le bon prince. Il y avait donc toute une idéologie culturelle qui était là pour permettre cela. Ben, cela, à un moment donné, ça s'est arrêté. Et au moment où ça s'est arrêté, la classe paysanne n'était pas prête à changer de fusil d'épaule. Lorsque ces paysans quittaient les fiefs des féodaux pour aller ensuite travailler proche des villes chez les capitalistes, notamment dans les manufactures, notamment dans les mines. J'ai parlé de ça dans le dossier de la révolution industrielle en Angleterre au XVIIIe siècle. Il y a eu pendant au moins un demi-siècle une période de flottement. Ces ouvriers ils étaient perdus. Ils avaient de la nostalgie pour le bon prince féodal, parce qu'au moins ils le connaissaient, il y avait des rapports personnalisés. Mais le patron de la mine de charbon, ils ne le connaissent pas. Ils connaissent le contremaître, qui leur donne des ordres. Et puis ces pauvres ouvriers qui venaient des villages lointains les uns par rapport aux autres, ils ne parlent même pas le même dialecte. À l'époque, il n'y avait pas la langue française. Chacun parlait sa shelha. Donc il n'y avait même pas de cohésion sociale entre eux. C'était terrible. Et d'ailleurs, c'est ce contexte qui a donné lieu au concept d'anomie. Le terme d'anomie, c'était un concept qui a été produit par Émile Durkheim, qui est un juif polonais qui est arrivé à la fin du XIXe siècle, qui est arrivé en France, un des premiers sociologues de l'époque moderne, qui parle de l'anomie, c'est-à-dire cette espèce de perte de sens. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de cohésion. Il a fallu attendre le temps de la maturation, le temps que ces mineurs de fond finissent par se connaître, forger un langage commun,
se retrouver au bistrot et puis commencer à discuter de leur sort, ce qui leur arrive. Et alors, autant à l'époque féodale, les serfs, ces paysans serviles, estimaient que c'est Dieu qui l'a voulu et que ces seigneurs, il faut les respecter. Autant quand on a cassé cette idéologie-là et qu'on a fabriqué une idéologie différente qui était fondée sur la rationalité capitaliste, eh bien, le ouvrier ne comprenait pas qu'ils puissent travailler, qu'ils puissent souffrir, qu'ils puissent user leur santé pour des gens qui ne sont pas nobles. Pourquoi moi je vais me souffrir pour lui? Et c'est là que la prise de conscience de l'exploitation du travail commence à se faire jour. Donc il y a une culture de la revendication sociale qui n'existait pas avant. Ça ne veut pas dire qu'avant c'était pire et les gens étaient exploités plus encore. On pouvait même obtenir plus que ce que le capitalisme pouvait obtenir. Mais ce n'est pas en termes d'intensité de l'exploitation de la force de travail, mais en termes de réception, en termes de prise de conscience. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé chez nous. Lorsque les premiers colons sont arrivés en Algérie, et Marx, il a séjourné 1 mois à Alger, en 1880. Il s'est baladé dans la région de la Mitidja. Et il a dit, en fait, c'est une très bonne chose qui arrive au peuple algérien. Parce que tant qu'ils étaient exploités par les chefs de Zaouia, les confréries, Sidi Moulay, etc., pourraient considérer que c'était la moindre des choses que d'être servile. C'est ce que Delabou ici appelle la servitude volontaire. Mais lorsque les colons sont arrivés, ils ont occupé les terres. Les anciens paysans leur ont revendu leurs terres parce qu'ils n'arrivaient pas à tenir la concurrence. Ils ont vendu leurs terres pour devenir ouvriers chez eux. Et Marx constate que si le pauvre paysan, pendant des siècles, il ne pouvait pas se rebeller contre le patron, contre le fief, son chef, son patron, son propriétaire, là il va le faire, tout simplement parce qu'il n'y a pas les raisons. Celui qui m'exploite, il est chrétien, moi je suis musulman. Déjà, il y a une rupture de lien. Et lui, il parle une langue, moi je parle une autre. Donc les ingrédients culturels du rapport de suggestion ne fonctionnent plus. Et Marx a dit que là, le paysan algérien, il va passer de la préhistoire à l'histoire. Qu'est-ce que la préhistoire? La préhistoire, c'est les choses se fonctionnent de manière permanente. C'est le cycle des saisons, le cycle des cultures. Il n'y a pas de comment dirais, l'historicité ne fonctionne pas. Il n'y a pas enfin, sauf s'il y a des accidents naturels, bien évidemment. Hein, il peut y avoir des périodes de disette, des périodes de criquets pèlerins qui arrivent. Ils vont démolir les cultures. Enfin, il peut y avoir des discontinuités naturelles. Mais au niveau socio-culturel, au niveau historique, c'est le même ronron qui fonctionne. Ce que décrit Ibn Khaldoun à propos du monde paysan maghrébin n'est pas différent de ce qui s'est passé avant 1830. J'ai l'impression que c'est une histoire qui continue au ralenti. Chaque fois qu'il y a des grandes disettes, des grandes sécheresses, on descend dans la ville. On descend là où on peut trouver de quoi vivre. Mais c'est un cycle. Et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de modification, il n'y a pas eu d'évolution sur le plan technologique. Les techniques utilisées par le paysan à la veille de la Révolution, à la veille de la colonisation française, étaient exactement les mêmes que les techniques utilisées 2-3 siècles auparavant. Alors que, on sait que dans certains pays européens, notamment, il y avait une petite évolution technologique qui s'est faite au fur et à mesure. Là, c'était le cycle. Quand on parle de cycle au sens d'Ibn Khaldoun, ce n'est pas seulement le cycle de l'histoire, mais sur le cycle du procès de production.
Et c'est à partir de 1830, avec le choc colonial, que les choses vont changer, pour le meilleur ou pour le pire, mais qui vont changer. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec le fait que l'Occident capitaliste va externaliser son mode de production capitaliste dans le cadre colonial uniquement pour répondre aux revendications de la classe ouvrière. Puisque la classe ouvrière va commencer à prendre conscience d'elle-même qu'elle est exploitée, elle va devenir majoritaire, elle va avoir une force. Vous savez, faire une grève, c'est terrible. Quand les ouvriers des mines font grève, ça y est, le propriétaire, il est foutu. Et puis ça a une répercussion immédiate. Imaginez les cheminots maintenant, par exemple, les cheminots, quand il y a eu la grève de 95 des chemins de fer, ben là, la France est immobilisée. Immobilisée. Donc les ouvriers ont pris conscience de leur force quand ils arrivent à être solidaires. Or, le capitalisme va utiliser la main-d'œuvre étrangère dans le contexte colonial pour venir travailler et accepter des conditions que la classe ouvrière nationale refuse. Ce qui va créer une rivalité terrible entre deux types de prolétaires, entre les prolétaires de l'intérieur et les prolétaires de l'extérieur. Il n'y avait pas plus raciste vis-à-vis des indigènes algériens que leurs camarades ouvriers. Bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais nous avons connu cette époque. Ils sont devenus leurs ennemis jurés. Donc, et ça, c'est un problème social. Et puis ces pauvres ouvriers algériens ou marocains, etc., ils ont accepté. Pourquoi ils ont accepté? Parce que pour eux, quelles que soient les conditions qu'on leur a offertes ici, c'est toujours mieux que là-bas. Idéologiquement, ils ne pouvaient pas envisager les choses autrement, n'est-ce pas? Ils ne pouvaient pas envisager les choses autrement. Donc vous voyez qu'il y a un lien entre le capitalisme sous sa forme interne et le capitalisme s'expatriant ou s'extériorisant sous la forme impérialiste et qui va se faire, entre autres, pour permettre au patronat, au monde capitaliste, de gérer et de maîtriser les revendications de la classe ouvrière. Hein, tout ça, ce sont des choses complexes et très montées. Donc le tiers-mondisme, c'est de considérer automatiquement les gens du tiers-monde comme des victimes expiatoires du capitalisme et de la colonisation. Même la classe ouvrière européenne, elle a eu quelques interrogations et quelques doutes sur la possibilité de faire de la classe ouvrière étrangère une classe, solidaire avec elle. Mais il y a un autre aspect du tiers-mondisme. Depuis les indépendances, beaucoup de théories, comme Samir Amin, pour ne citer que Samir Amin, Furtado, Gunther Frank, il y a eu énormément d'économistes marxistes des années 60, c'est-à-dire qui étaient présents sur le plan du débat intellectuel avec la décolonisation à partir du début des années 60. Hein. Et ils ont développé une théorie du centre et de la périphérie. Le centre, c'est les pays occidentaux, et la périphérie, c'est l'Amérique latine, c'est l'Afrique, etc. Donc il y a un centre et une périphérie. Donc la périphérie, ça va être c'est l'extraction des produits, matières premières, c'est l'utilisation de la force de travail, etc. Et que, après la décolonisation, c'est-à-dire lorsque ces pays vont accéder à leur indépendance, c'est pas terminé. On va arriver à un stade de la néocolonisation, du néocolonialisme, c'est-à-dire que les pays qui étaient colonisés, qui deviennent indépendants, vont être obligés de vendre leurs matières premières parce qu'ils n'arrivent pas à se développer. Ils ne peuvent pas produire les objets que le pays capitaliste produise. Ils ne peuvent pas produire du jour au lendemain leur télévision, produire leur voiture, produire que sais-je encore, même leurs outils de travail. Ils sont obligés d'importer. Et ils importent des produits finis
et ils exportent la matière première, le pétrole, le charbon, le manganèse, enfin, peu importe. Hein, ça. Donc il y a ici un échange que ces économistes appellent l'échange inégal. Ce concept d'échange inégal a été utilisé pour la première fois par un économiste qui s'appelle Emmanuel. Emmanuel, c'est le nom de cet économiste. L'échange inégal. Donc on est passé de la dépendance à l'indépendance, mais à une indépendance trafiquée. C'est-à-dire on a les bras liés. Alors évidemment, tout dépend de la réaction de certains pays en fonction de leur régime politique. Un pays comme le Maroc, par exemple, il a joué carrément la carte. Il a décidé, à partir de son indépendance qui a été acquise en 1955, que le Maroc va jouer le rôle de tenancier. Comme le tenancier, c'est le hammam. Il est là pour percevoir le caria. Il a mis en location son patrimoine, des entreprises étrangères pour venir, etc., pourvu qu'ils forment ses compatriotes, etc. Il y a quelques clauses de formation, etc., mais ils ont obtenu au dirham symbolique les concessions de leur infrastructure, etc. Bon, apparemment, ça a l'air de mieux marcher que chez nous, mais ça, c'est parce que nous sommes trop révolutionnaires et que, à force d'être révolutionnaires, on a fini par passer à l'excès inverse, mais ça, on en reparlera. Alors, vous voyez que le tiers-mondisme, c'est ça. C'est avoir cru qu'un pays dominé est une victime, sans savoir ce qui se passe à l'intérieur. La question qui s'est posée déjà à l'époque où le problème, la Troisième Internationale communiste qui s'était réunie avec la présence de Lénine, encore vivant, la question qui s'était posée, c'est est-ce qu'il faudrait il faut soutenir les mouvements nationaux pour l'indépendance, ou est-ce que nous, en tant que socialo-communistes, nous devons tenir compte du statut idéologique de ces pays? Parce que la lutte du mouvement communiste, c'est de lutter contre l'injustice, contre l'exploitation de l'homme par l'homme. Or, cette exploitation de l'homme par l'homme, elle a existé en Algérie, elle a existé au Maroc, elle a existé en Afrique, avant la colonisation et même pendant la colonisation. Les idéologies serviles, féodales, elles ont continué à exister, même dans le cadre colonial. Et la colonisation française, elle se frottait les mains. Ça l'arrangeait dans une certaine mesure. Et ça a commencé, et ça continue même après l'indépendance. La première fois que Ben Bella visite le Hogar, la région de Tamanrasset, il avait des invités suisses. Il arrive dans les années 64-65. Il découvre, lui qui est notre président, il découvre qu'il y avait de l'esclavage dans son pays. Il tombait des nues. Il découvre qu'il y avait des esclaves. Mais ces esclaves n'ont pas été inventés par la France. D'ailleurs, la France n'était pas présente dans le Hogar. Hein. Pour le Hogar, c'était loin. Hein. Il y avait quelques goumiers. Donc, la réflexion des socialo-communistes, c'est de dire, ben, c'est bien beau de défendre les nations africaines, par exemple, ou latino-américaines, contre le colonialisme, soutenir ces pays, mais est-ce qu'ils vont pour autant se transformer de l'intérieur? Est-ce que, idéologiquement parlant, les inégalités internes à ces pays, indépendantes du capitalisme colonial, est-ce qu'elles vont être réglées automatiquement avec l'indépendance? Alors, qu'est-ce qu'il faut soutenir? Le mouvement social ou le mouvement national? Le mouvement national, c'est le mouvement pour l'indépendance. Le mouvement social, c'est travailler la transformation des rapports sociaux à l'interne. Bon, finalement, c'est le mouvement national qui a prévalu. C'est c'était la position de Messali Hadj. Hein. Il disait, bon, non, de toute façon, nous, on veut être indépendants. Nous sommes musulmans, nous avons nos cultures, nous avons nos traditions. Ça, c'est notre problème. Nous voulons être indépendants.
avec nos contradictions ou avec nos vertus, c'est notre problème. Donc c'est le mouvement national qui a triomphé. Il y a eu en quelque sorte un mouvement majoritaire, le congrès de Bandung en 1954, etc. Il y a eu toute une série de débats internationaux qui disaient non, il faut régler le compte aux différents colonialismes. Et puis après, ces pays vont se donner l'occasion de يتصلحوا بالداخل من بعد الإصلاح يجي من بعد. Grande question, grand point d'interrogation, et l'Algérie est un laboratoire très intéressant par rapport à cette question. Est-ce que les choses ont été améliorées de l'intérieur comme on le pensait au départ? Question immense, et nous aurons l'occasion évidemment de revenir. Vous voyez donc, l'échec du tiers-mondisme, c'est ça. L'échec du tiers-mondisme, c'est considérer qu'il y a globalement des pays sous-développés qui ont été victimes du capitalisme colonial, c'est la périphérie, et de l'autre côté, il y a un centre. Mais le tiers-mondisme, c'est de ne pas se rendre compte de la nature de classe de l'État de ces pays nouvellement indépendants. Ne pas s'intéresser aux contradictions internes de ces sociétés.